Le jour n'est pas encore levé. Franny est allongée dans la pénombre de la chambre, sa fille Rohan à ses côtés dans le lit. Quelque chose l'a réveillée. Peut-être que le vent a tourné brassant les feuilles nouvelles, ou peut-être que Rohan a remué dans son sommeil. Sa fille, qui dort si bien maintenant, le souffle lent et régulier, les bras étendus en travers du matelas, mais qui a encore traversé le palier hier soir, perturbée par un cauchemar, en larmes et effrayée. Franny regarde l'heure sur son téléphone. Presque 4 heures. Elle ne dormira plus, c'est une certitude. Alors elle se glisse hors des couvertures et attrape le tas de vêtements abandonnés la veille. Un jean et un vieux sweat à capuche. Rohan ne bronche pas quand Franny s'assoit au bord du lit pour s'habiller, ni quand elle traverse la pièce avec précaution, se frayant un chemin entre les cartons ouverts, les valises et les cadres entassés contre le mur. Une fois sur le palier, elle referme doucement derrière elle, descend l'escalier, emprunte le couloir du fond jusqu'au vestiaire et elle enfile son bonnet, sa veste de travail, trouve dans le noir ses bottes en caoutchouc, les chausses. Dehors, derrière la masse obscure de la maison, il fait froid, et son haleine forme de petits nuages dans l'air immobile. Le ciel est bleu marine, avec une lune jaune à l'ouest. Elle emprunte l'allée qui traverse le potager, puis soulève le loquet du portail et pénètre dans le parc. Vers le sud, au creux de la vallée, un tapis de brume flotte sur la rivière et le lac s'accroche aux broussailles qui bordent le plan d'eau. Franny hésite sur la direction à prendre, puis se lance à l'assaut de la colline, grimpant à travers les hautes herbes. Les tiges ploient sous la rosée, chargées de bouse, de fleurs, de crachats de coucou. Masse épaissie de chardon, d'oseille et de sénesson. Son jean est maintenant trempé au-dessus des bottes. Sa respiration se fait plus profonde, ses bras rythment sa marche plein ouest. Elle fait attention où elle pose les pieds. On est en mai, et il y a souvent des oiseaux qui nichent près des sentiers, des alouettes, des champs ou des bois, ou encore des vaches endormies. 2 de ces longhorns sont près de Vélé. Il n'est pas rare à cette époque de l'année de tomber sur une mère et son nouveau-né étendu côte à côte sur un coin d'herbe couché. La terre est dure sous ses bottes. Il n'a quasiment pas plu de tout le mois d'avril et le sol est labouré de profondes ornières, là où les porcs sont venus fourrager en début d'année, en quête de végétaux et d'insectes dans ce riche humus argileux. Mais ils traînent un peu plus haut en ce moment. Ils aiment bien s'affaler contre les troncs des vieux chênes qui marquent la lisière du bois de Ned. Les glands y abondent en automne, et on en trouve même encore maintenant en cette fin de printemps. Elle les imagine en train de dormir vautrés les uns sur les autres avec leur familiarité coutumière, lovée dans une fondrière. Elle adresse au ciel une brève prière pour que sa fille continue à dormir sur ses 2 oreilles et poursuit son ascension en direction du vieux chêne creux, sentinelle dont le tronc se dessine au sommet de la colline, affaissé et courbé sous le poids des années. Parvenue là-haut, Franny marque une pause pour reprendre son souffle. En bas, la brume est en train de se lever, dévoilant la courbe de la rivière. Un clair de lune argentée illumine la surface de l'eau, ainsi que les toits et les cheminées du manoir, qui paraît presque humble, vu d'ici, blotti contre la pente de la vallée. Elle s'adosse au tronc du chêne, sent l'écorce noueuse contre son corps, à travers ses vêtements. Quel âge a-t-il ? Impossible à dire, le duramen a été grignoté par les champignons et les scolites interdisant d'en compter les cernes. Cependant, l'arbre figure avec un tronc déjà imposant sur le portrait de son ancêtre exposé dans la bibliothèque, un tableau peint il y a 2 siècles et demi au moment de la construction du domaine. Son père prétendait qu'il avait 400 ans au moins, que ce chêne veillait déjà sur la vallée à l'époque de la forge alimentée par le barrage sur la rivière, le Hammer Pond. Il était là quand son aïeul s'était bâti une demeure de 20 chambres tout en grès du Sussex, provenant d'une carrière à moins d'1 kilomètre de là. Une pierre issue des alluvions de cette même rivière qu'elle contemple à présent en contrebas. Des millions d'années de roches sédimentées, strate sur strate sur strate. Cet arbre a vu le domaine passer de brook en brook sur 7 générations. Et désormais, tout cela lui appartient. L'idée lui donne le tournis. Cette demeure, cette vallée, cet arbre, ce domaine. 400 hectares. On enterre son père dans 2 jours. Étrangement, elle peine encore à croire qu'il n'est plus là.
Bonsoir à tous et merci d'être venus à cette rencontre qui sera semée de lectures de Clémence Poésie du nouveau roman d'Anna Hope, Nos héritages, qui est publié chez Gallimard. Et grâce à Marguerite Capel, vous aurez la joie de comprendre tout ce que dit Anna Hope, même si vous ne parlez pas anglais. Alors, comme la lecture de Clémence Poésie vous en a donné une idée, l'un des personnages principaux, en fait, de Nos héritages, c'est le manoir. D'ailleurs, si on regarde ce qui est placé en exergue du livre, il n'y a rien qui soit comparable à un manoir de campagne anglais nulle part au monde. Vita Sackville West. Donc c'est une histoire de patrimoine, c'est une histoire de famille. C'est pas n'importe quel patrimoine, puisque Philip Brooke, qui est mentionné dans l'extrait, est un riche aristocrate anglais qui laisse derrière lui en mourant un manoir qui vaut dans les 20 millions, si je ne m'abuse, donc avec un vaste domaine de 400 hectares, et puis des tableaux comme, je sais pas, des Joshua Reynolds, par exemple. Il fut par ailleurs, on va dire, un mari et un père absolument déplorables, et il s'est quelque part racheté une conduite en dédiant son domaine au réensauvagement, épaulé en cela par sa fille, Franny, qui apparaît également dans le livre. Franny qui vit là aussi avec donc sa propre fille, Rowan. Et là, maintenant que le patriarche est mort et qu'il a eu la mauvaise idée de mourir sur ses terres, il faut savoir qu'en Angleterre, si vous quittez le manoir 7 ans avant votre mort, il n'y a pas d'impôt à payer, pas de frais de succession à payer. Là, le problème, c'est qu'il est mort au moment... Enfin, voilà, il est mort dedans. Donc, ce qui va se passer, c'est que Franny va devoir payer littéralement des millions en frais de succession, des millions qu'elle n'a pas. Entre celle-ci et ses problèmes, Milo, son frère, qui va arriver également pour l'enterrement, qui lui est amené dans ses valises en fait un investisseur qui projette de bâtir une clinique pour ultra-privilégiés fondée sur l'usage de champignons hallucinogènes. Et puis, le troisième personnage de la fratrie, Isabella, qui elle a eu la bonne idée d'écrire à Clara. Clara, qui est la fille de la maîtresse de Richard Brooke, je ne sais pas si vous suivez toujours, qu'elle soupçonne d'être leur demi-sœur. Donc, elle l'a invitée à l'enterrement. Donc, on imagine ce que la réunion de tous ces personnages va donner. Et bien sûr, le résultat est une sorte de on va dire, ce que nos amis outre-Manche appellent un roman de manoir anglais, dont le modèle, je pense, dans les séries serait Downton Abbey, et dans les romans, sans doute Jane Austen. On va dire, ajouté à ce roman de manoir anglais une guerre façon succession, si vous suivez toujours les séries, un as de psilocybine, donc, et bien sûr, pas mal d'écologie, comme on va le voir, et comme vous l'avez déjà entendu, avec les descriptions de la nature, puisque la faune et la flore et le domaine en lui-même constituent véritablement, plus qu'un cadre, vraiment un des héros, en fait, du livre. Alors déjà, ma première question, ça serait ça, c'est qu'est-ce que c'est qu'un roman de manoir anglais ? Et dans quelle mesure avez-vous été inspiré par de vrais manoirs ? Puisque j'ai eu le plaisir d'aller voir Anna en Angleterre, et qu'en fait, le manoir est inspiré de 2 manoirs qui sont près de chez elle. Yeah, thank you for coming. Thank you, Clémence. That was so beautiful. And also to say that Marguerite is doing the translating today, but she also translated the novel, so it feels incredible. And thank you. Amazing to hear it in French. Shall I? Alors, remercier d'abord Clémence pour cette très belle lecture et donc préciser effectivement que j'ai aussi traduit le roman. Donc moi aussi, ça me plaît beaucoup de l'entendre lu aujourd'hui. So yeah, the epigraph of the novel is a quote by Vita Sackville West, and she says, "There is nothing like the English country house anywhere else in the world." And Vita Sackville West was herself an aristocrat. She was the inspiration for Virginia Woolf's Orlando, and she grew up in a country house not far from where I live, called Knowle, which has 365 bedrooms,
her own devastation that she couldn't inherit Noel because of primogeniture gave rise to Virginia Woolf writing Orlando. So I put the quote at the beginning because obviously I wanted to kind of to ironize it, but also because, you know, there is a deep, deep love in the English psyche for the country house and for the country house novel. Alors effectivement, en exergue, on a cette citation de Vita Sackville-West qui dit que il n'existe rien de comparable à ces manoirs anglais. Elle était elle-même une aristocrate. Elle a inspiré Virginia Woolf, notamment pour l'écriture d'Orlando. Et elle a elle-même grandi dans un manoir anglais qui s'appelle Knowles, qui est pas très loin de l'endroit où moi je vis, et qui est un manoir monumental qui comprend 365 chambres. Mais son grand drame, c'est qu'en raison des règles d'héritage, parce que c'était une femme, elle n'a pas pu hériter de ce manoir. Et c'est ça qui inspire justement aussi Virginia Woolf quand elle écrit Orlando. Et donc cette citation, je l'ai choisie parce que je voulais lui insuffler un peu d'ironie, mais aussi parce que c'est une réalité dans la psyché anglaise, cet amour profond pour les manoirs de campagne, mais aussi pour les romans de manoirs. I think it's more than a love, you know, it's kind of our brand. We've exported it, you know, with Downton Abbey and with Jane Austen, with the adaptations upon adaptations of Jane Austen, and you know, it's a brand that we love. There's a huge charity called the National Trust, and it's many English families, British families' favourite thing to do, to visit a National Trust property on the weekend and have a cream tea, you know, and walk around these beautiful rooms. So it's deeply, deeply baked into the British English psyche. And I decided I wanted to go there. I wanted to write a country house novel that felt as contemporary as I wanted to make it. Et ça va un peu au-delà même d'un simple amour pour le manoir anglais, c'est devenu véritablement une marque de fabrique. C'est effectivement Downton Abbey, c'est tous les romans de Jane Austen, c'est toutes les adaptations aussi à n'en plus finir des romans de Jane Austen. C'est vraiment une marque que les Anglais adorent, et il y a d'ailleurs cet organisme caritatif qui gère énormément de manoirs qui s'appelle le National Trust, et une des activités préférées des familles anglaises le week-end, c'est d'aller visiter une de ces magnifiques demeures, d'y prendre un thé au lait et de savourer la visite. Donc c'est quelque chose qui est vraiment profondément enraciné dans l'âme anglaise, et c'est quelque chose que j'ai eu envie d'aller explorer pour essayer d'écrire un roman de manoir anglais qui soit le plus contemporain possible. So there are two country houses on either side of the village where I live, and they were both built by the same architect. He was very young, he was in his 20s, he was called Benjamin Latrobe, and he built them in like 1789, so you know, a kind of year of revolution in France, but also a year of revolutionary thought in England, and he imported the Greek revival style from Italy and from Greece, from his grand tour, and built these sort of temples. One of the houses that we visited when Min came over was based on the Temple of Apollo in Delos in Greece. So there's sort of these extraordinary buildings. So there are two. One of them, Ashdown House, it was built by a family who had plantations in the Caribbean and who actively campaigned against the abolition of the trade in enslaved people. And the other house, which we visited, had a very different story. It was very eccentric. Led Zeppelin bought it, and they used it as a recording studio. And today it's lived in by a really beautiful, very eccentric family. Yes. And you know, these two houses, a bit like Vita Sackville-West, actually, they kind of seem to me to embody two sides of the English soul. You know, you've got power, empire, domination, colonialism, and then you've got eccentricity and a rebellious current. And I wanted to bring both into the family in the novel.
Alors, il y a effectivement 2 manoirs qui flanquent le village où je vis, qui ont tous les 2 été construits par le même architecte, qui était tout jeune, il avait la vingtaine à l'époque, Benjamin Latrobe. Ils ont été construits en 1789, donc vraiment année de révolution française, mais aussi ailleurs. Et il avait fait une grande tournée d'apprentissage en Grèce et en Italie, et il importe dans la campagne anglaise le concept de renaissance de style hellénistique, de style grec. Il y a un de ces manoirs, d'ailleurs, qui est inspiré directement du temple d'Apollon à Délos. Et donc, ces 2 manoirs sont assez différents. Le premier, Ashdown House, a été construit par une famille qui possédait des plantations aux Caraïbes et qui a fait campagne activement contre l'abolition de l'esclavage. Le deuxième manoir a une histoire beaucoup plus excentrique. Il a été acheté à une certaine période par Led Zeppelin, le groupe de rock, qui en avait fait un studio de musique. Et aujourd'hui, il appartient à une famille assez formidable et assez excentrique, elle aussi. Donc, un peu comme Vita Sackville West, en tant que personnage, ces 2 manoirs, il me semblait incarner 2 facettes de l'âme anglaise, à la fois la dimension de pouvoir, de domination, le colonialisme, l'empire d'un côté, et de l'autre l'excentricité et l'esprit rebelle. Et j'ai eu envie de verser ces 2 courants dans la famille de mon roman. Oui, alors je vais raconter une petite anecdote qui est que Zadie Smith, lors d'une conversation qu'on a eue, me disait, mais c'est drôle, personne ne dit jamais que la fortune de Monsieur Darcy dans Orgueil et Préjugés, elle vient en fait de l'esclavage, de la plantation. Voilà, puisque en fait, s'il a Pemberley, et s'il peut entretenir Pemberley, c'est évidemment grâce à son argent dans les Caraïbes et donc à l'exploitation d'autres hommes. Et en fait, moi j'ai un peu le sentiment que ce roman, justement, pointe ces pièces manquantes que Jane Austen ne fait que, enfin, même pas suggérer. Je pense que voilà, c'est pas dit, c'est juste là. Mais voilà. Et que quelque part, il y avait sans doute le désir chez vous, Anna, voilà, de donner un pendant donc contemporain, incluant de ces problématiques un peu plus contemporaine, d'ailleurs très très contestée également, je dirais, par beaucoup d'Anglais qui n'ont pas envie en fait de s'attarder sur cette histoire postcoloniale, en vérité. Et c'est introduit dans le livre, notamment via en fait on va dire des histoires de famille. Et quand Clémence va nous lire le prochain extrait, on aura ça. Puisque, en fait, ce qui va se passer, c'est que c'est un extrait qui concerne l'invitation faite par Isabelle, l'une des sœurs de la famille, à cette fameuse Clara dont je parlais, qui est la fille donc, de la maîtresse de leur père, et qui donc est peut-être leur demi-sœur, et qui, elle, vient des États-Unis. Donc tout de suite, on voit qu'aux États-Unis, ce sont des problématiques qui intéressent, on va dire, beaucoup plus, tout ce qui concerne voilà, l'origine des fortunes. Et on sent que c'est par là, sans doute, que l'un des drames, parce qu'il y en a plusieurs, qui vont nourrir le livre, vient. Est-ce que je ne sais pas si jamais vous voulez répondre un petit peu à ce que je viens de dire, ou si on enchaîne directement sur la lecture de Clémence. I'm happy to hear you. Ok. Yeah. Donc je laisse Clémence lire et vous pourrez rebondir après, Anna. Okay. Putain. Faiza, d'accord. Bah voilà. Je pense que Clara doit être leur fille. Tu penses ? Forcément ? Bah, ce serait bizarre sinon. Tu crois elle laissait entendre ça dans sa lettre ? Pourquoi elle a jamais fait d'histoire avant dans ce cas ? Si c'est sa fille, je veux dire, quand même. Elle arrive demain, on va pouvoir lui demander. Milo la considère un moment, les sourcils froncés. Tu penses qu'elle veut quelque chose ? Qui ça ? Comment elle s'appelle déjà ? Clara ? Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire ? Bah, pour faire tout ce chemin, je pense qu'elle veut probablement quelque chose, si c'est la fille de papa. Tu veux dire que si c'est la fille de papa, elle est forcément vénale ? Ou bien si c'est la fille de papa, elle doit espérer avoir le droit à quelque chose ? La deuxième hypothèse, les deux. Mais elle a droit à rien du tout, si ? Je sais pas. Ça se pourrait ? Tu la crois capable de réclamer quelque chose et l'appart alors ? Quand même, il devait valoir des millions à Manhattan. Qui a hérité de ce truc ? Et pourquoi on n'a jamais pensé à ça, putain ?
J'en sais rien, Milo, mais peut-être que cette fille a juste envie de venir se recueillir sur la tombe de son père. Pourquoi elle serait forcément motivée par autre chose ? Tout le monde est motivé par quelque chose, Isa. Toi, c'est quoi ? De quoi tu parles ? Pourquoi t'as fait ça ? Pourquoi écrire à Natacha ? Isa fronce les sourcils. Je sais pas, je suppose... Je me disais qu'il fallait qu'elle sache. Vraiment ? Et quoi d'autre ? T'es sûr que t'avais pas envie de chercher l'embrouille, de semer la discorde ? Pourquoi je ferais ça ? Parce que t'adores les psychodrames ? Va te faire foutre. Il ouvre les mains. Ose me dire que j'ai tort. Va te faire foutre, Milo. Faut que t'arrêtes un peu, Isa. Tu te fous de moi ? C'est toi qui me reproches de faire un psychodrame, monsieur Moigeux. Franny dit que tu l'as pas lâché de la journée à la bassiner avec ta clinique. Milo ne répond rien. Un de ces silences lourds de sens dont il use pour faire savoir que peu importe le passé, peu importe à quel point il a pu massivement merder autrefois, aujourd'hui, après avoir ingurgité on ne sait quel purgatif à la mode, il est beaucoup plus spirituel que vous. C'est pas un psychodrame, ça, fait-il en tirant longuement une dernière fois sur sa cigarette avant de l'écraser. C'est un chemin de guérison. Ah oui ? Vas-y, balance, expose-moi ton plan pour sauver le monde. Tu veux vraiment savoir ? Ouais, je veux vraiment savoir. D'accord. Eh ben, je suis convaincue qu'en aidant les leaders à aller mieux, on aide le monde à aller mieux, dit Milo. Et si on y arrive, les gens viendront ici pour vivre une révolution de l'âme. On pourra faire éclore une toute nouvelle élite. Putain ! Quoi ? Faire éclore une toute nouvelle élite ? On dirait un programme d'eugénisme psychédélique. Et les inégalités systémiques, t'y as pensé une minute ? Ou bien les 1% restent les 1%, mais avec des hallucinogènes en plus, histoire de remettre une couche d'appropriation culturelle ? C'est pas de l'appropriation culturelle. On parle pas d'ayahuasca, on parle pas de mescaline, c'est de la psilocybine, des champis, ça pousse partout, en plus on les commande en labo. Ça change rien, Milo, tu sais ce que je veux dire. Non, en fait, je sais pas. Ce que je veux faire ici est tellement bienfaisant, et tout ce que je récolte, c'est des réactions négatives. Bienfaisant, sérieux. Se reconnecter à l'environnement, Isa, la nature. T'es en train de dire que la nature est globalement bienfaisante ? Je suis en train de dire que se reconnecter à la nature est une bonne chose, ouais. T'es pas d'accord avec ça ? Même les fascistes aiment la nature, Milo. Surtout les fascistes. Ok, Isa. Il lève les mains, faisant mine de s'avouer vaincu. Je vois bien que t'es triste. Ah, je suis pas triste, je suis en colère. Peu importe, t'as peut-être besoin d'être triste dans ce cas. T'as peut-être besoin de gérer tes histoires de deuil non résolues plutôt que de projeter ça sur moi. Ah d'accord, je vois. Donc en gros, mon opinion sur les injustices liées aux inégalités systémiques, c'est juste mes histoires de deuil non résolues qui parlent, c'est ça ? Super, j'adore. Et donc quoi ? Quand j'aurais fait ma thérapie psychédélique, je me dirais que les privilèges des 1% ne sont pas vraiment si dégueulasses. Ils t'ont donné quoi dans ta clinique en Hollande ? T'es devenu complètement con ou quoi ? Isa se lève, jette son mégot dans l'évier, fait couler l'eau, vide son verre et le repose sur le plan de travail. Puis elle traverse la cuisine, tire la poignée de la porte et quitte le manoir. Je vous avais pas menti, il y a du drame. Est-ce que vous vouliez réagir, Anna, à ce qu'on disait un peu avant la lecture ? Ou je vous repose une autre question ? Est-ce qu'il y avait une question précédente ? En fait, j'ai oublié moi-même. I just want to hear Clémence read the whole book. C'est ça, moi-même, j'ai été extrêmement distraite par la lecture. Mais je vais poser une autre question, du coup. Alors, en fait, ça m'a fait penser à la structure du livre. À savoir que c'est un roman choral, et c'est aussi un roman où... Alors, il faut savoir que Anna était comédienne avant, et donc, est-ce que vous avez aussi pensé à une esthétique comme ça presque cinématographique lorsque vous avez écrit le livre, qui nous promène de personnage en personnage, mais aussi voilà, avec des scènes comme ça, dialoguées, où on peut vraiment entrer dans leur voix. Yeah, I mean, I think... I have only ever written choral books. I can't imagine writing a book from just one point of view. And so that's just so natural to me. I don't think about it. But I think there was an element with this book in particular. I mean, my last book took place off the coast of Mexico and over 4 centuries. And this takes place right by my house and over 5 days, and so there was this sense of a sort of unity almost of place and time, and that was very exciting to me because I knew I had these big questions and I wanted a kind of very kind of taut, precise structure to explore them within.
Oui, je crois qu'en fait, dans tous mes romans, il y a une dimension chorale. J'ai un peu du mal à imaginer écrire d'un seul point de vue. C'est quelque chose qui me vient assez naturellement. Mais dans ce livre en particulier, le précédent, il se passait au large du Mexique. Il se passait sur le cours de 4 siècles. Là, ça se passe juste à côté de chez moi et l'action dure 5 jours. Donc il y a vraiment cette notion d'unité de lieu, d'unité de temps qui m'enthousiasmait vraiment parce que j'avais envie d'aborder des grands enjeux, mais d'une façon extrêmement concise, extrêmement ramassée, extrêmement structuré et ramassé comme ça en un seul lieu. And yeah, and I think I also wanted this sense of the sort of the huis clos, that this family arriving and then the stranger comes, and like so in a way, I think it was closer to a piece of theatre in my mind than it was to anything in terms of kind of cinematography. But I also was very interested in the ways in which these different eyes met the countryside. So when we see the land through the eyes of Ned, that we're going to hear in a moment, he sees and feels very differently to Franny, who is the inheritor, and again very differently to Rowan, her daughter, who's 7, who we'll also hear from. And so I really wanted to explore the ways in which land itself is always inevitably political, which I think is one of the questions of the novel and is posed in one of the big scenes of the novel. Is like, can land exist beyond politics? And so somehow having these different eyes and experiences of the land itself and of the nature, which, we imagine exists in a category apart, that was exciting to me to explore that. Il y avait aussi cette idée du huis clos, cette idée de rassembler cette famille, et puis il y a cette étrangère qui va faire irruption. Je crois que dans l'écriture du roman, j'avais peut-être plus en tête l'idée d'une pièce de théâtre qu'une perspective cinématographique. Ce qui m'intéressait aussi, c'était la manière dont les personnages allaient porter un regard différent sur l'environnement autour d'eux, sur cette campagne, sur cette nature et aussi sur la terre. On va entendre le regard de Ned. Le regard que Ned porte sur la nature qui l'entoure est très différent de celui de Franny, l'héritière. Il est aussi très différent de celui de Rowan, qu'on entendra aussi, qui est une petite fille de 7 ans. Et cette façon de considérer la terre, elle est éminemment politique. C'est aussi un des enjeux centraux du roman. Il y a une scène dans laquelle on pose la question de savoir si la terre, le territoire peut exister au-delà de la sphère politique. Et donc j'avais envie d'avoir ces différents regards sur cette terre, cette nature qu'on a tendance à envisager comme une catégorie à part. C'est ça qui m'intéressait d'explorer. Alors, lorsqu'on s'est rencontrés aussi, vous m'avez cité un film, Anna, qui était Festen. Est-ce que vous pourriez me dire en quoi, pour vous, ça vous a inspiré? Somebody told me that it was very strongly received in France. So to talk about Festen maybe felt kind of a little bit dangerous. But for me, when I saw it, I mean, incest is not a theme in this book. There's no, although there is abuse of all kinds, and sexual abuse is in there in some ways, but the idea of a deeply, deeply flawed patriarch, and the idea of a family coming together, and the idea actually of a meal. I was really interested in this meal, in this funeral meal that is in the book, and the sort of the heightened nature of that, like coming around this table for this meal. And so I thought of Festen. I wasn't able to rewatch Festen. I watched it in the 90s. I couldn't stream it. I didn't have a DVD player. So actually, in some ways, I think I've conveniently forgotten some aspects of Festen, but like it definitely marked me in a really potent way. And just the idea of adult children behaving again as children when, they're supposed to be coming together as grown-ups.
Il y a quelqu'un qui m'a dit que Festen avait fait énormément réagir quand c'était sorti en France, donc je me suis dit que la référence était peut-être pas forcément évidente. Dans mon livre, il n'est pas question d'inceste, même si la question de la violence, de différents types d'abus, y compris sexuels, elle est présente d'une certaine manière. Mais en tout cas, il y avait cette notion de ce patriarche qui a énormément de failles et de très gros défauts profonds. Il y a aussi cette idée de la famille qui se rassemble et l'idée du repas aussi qui m'intéresse énormément. Il y a la scène du repas funéraire, du repas autour de l'enterrement qui va avoir lieu, qui est un moment extrêmement exacerbé justement où la famille est rassemblée à table. Je n'ai pas pu revoir Festen que j'avais vu au moment où il était sorti dans les années 2000 et j'en ai oublié beaucoup d'aspects, ce qui sans doute m'arrange un peu. Il se trouve que je n'ai pas pu le voir, j'avais pas de lecteur DVD, mais c'est quelque chose qui m'avait marqué à l'époque. Et un autre élément aussi peut-être commun, c'est ces adultes qui sont censés se réunir pour se comporter en tant qu'adultes lors d'une occasion d'adulte et qui se comportent comme des enfants. Alors, vous parliez tous les deux, tout à l'heure, des deux aspects de l'identité anglaise qui étaient incarnés. Je ne sais pas si j'ai le temps de vous poser une question ou si jamais j'enchaîne directement sur la lecture de Clémence. Mais c'est vrai que dans le livre, on a l'impression que vous avez essayé de relier de façon extrêmement personnelle l'intime et le politique, et que derrière les héritages, en fait, il y a toutes sortes d'héritages. Il y a l'héritage, bien sûr, celui de la succession, mais il y a l'héritage aussi de qu'est-ce qu'on va faire de notre planète, quelle planète on va laisser à nos descendants. Et puis, il y a aussi les héritages sanglants que nos aïeuls nous ont laissés. Est-ce qu'on pourrait dire que d'ailleurs le livre en anglais ne s'appelle pas Nos héritages, il s'appelle Albion. Mais pour nous, c'est un peu difficile parce que pour nous, Albion, c'est la perfide Albion, quoi. Donc j'imagine que c'est pour ça, sans doute, que Marguerite, vous avez choisi Nos héritages. Alors le titre en général c'est plutôt une affaire d'éditeur et d'éditrice, mais effectivement c'était en partie je pense pour cette raison sur la lecture d'Albion en France et il convient très bien aux thématiques du roman. Alors peut-être je laisse parler des héritages, des différents héritages. Yes. I mean, at the time that I was conceiving of the novel, it was during the first lockdown and my father had just died and the funeral had been incredibly stressful and I got a dog because I was so sad. I hadn't moved from the couch for like 5 months and so I got a dog and I was walking and it was this incredibly beautiful summer and I was just falling in love with everything that was around me and I was so full of fear. But it was sort of full of fear, but also full of this sense of possibility. I don't know if you remember or if you felt it, this sense like during the first lockdown, it's like, oh, we can do extraordinary things at scale in our society. We can just stop flying. We can just kind of press pause. And there was a sense of like, and then like, and so I had all of this sort of living inside me and just so much fear for my daughter, and what was coming. And so this idea, I wanted to create this character of Franny, who was my age, who had a daughter the same age, who had this land and was just totally convinced that she was doing nothing but good for the generations to come. She says, she has this saying where, I think with my acorn brain, I want my thoughts and my deeds to grow into these ancient oaks. And but then, so it was this sort of like tension between the kind of big future and the kind of immediate present and how, I'm sorry, Marguerite, how we metabolize our wrongs, because just as much as this family are implicated in colonialism, so am I, right? Everything, everything I live is part of the same fabric of the story. And so, yes, thank you for saying that. The intimate and the political felt very important to bring into this novel, and I haven't answered completely to the point, but yeah, that's where I was when I was conceiving.
Quand j'ai commencé à imaginer ce roman, en fait, c'était la période du premier confinement suite au Covid. Je venais de perdre mon père. C'était une période qui était extrêmement stressante pour moi et j'ai pris un chien parce que ça faisait des mois que je traînais sur le canapé. J'étais extrêmement triste et je me suis dit qu'il fallait que je sorte, que je marche. C'était un été absolument magnifique et j'ai fait des longues promenades avec mon chien dans cette campagne autour de chez moi et je me souviens que j'étais à la fois pleine d'amour pour cette campagne et en même temps pleine de peur aussi. C'était un moment où on avait un sentiment à la fois de tous les possibles. On se rendait compte, on avait ce sentiment extrêmement excitant, enthousiasmant de découvrir qu'on pouvait appuyer sur le bouton pause et arrêter d'un seul coup de prendre l'avion, par exemple. En tout cas, il y avait des choses qui pouvaient se passer à l'échelle de la société qui étaient quand même assez radicales. Et en même temps, il y avait énormément de peur, d'anxiété, et notamment de peur pour ma fille. Et j'ai eu envie de créer un personnage de mère de mon âge, le personnage de Franny, qui a une fille de l'âge de la mienne. Et donc Franny, elle hérite d'une terre et elle est persuadée que le projet qu'elle mène sur cette terre, sur cette propriété, il est profondément bon et juste et il est profondément positif pour les générations à venir. Elle dit qu'elle pense avec son cerveau de graine, en l'occurrence le gland d'un chêne, comme un chêne qui pousse sur plusieurs générations. Et c'est ça qui m'intéressait, c'est la façon dont elle peut être confrontée au contraire à des tensions et la manière dont on est capable ou pas à l'échelle individuelle ou collective de digérer nos torts parce que effectivement cette famille a un lien avec le colonialisme, est impliquée dans le colonialisme et donc moi aussi je le suis nécessairement parce que tout mon vécu est tout à fait similaire et découle aussi de cette situation qui est la sienne. Donc c'était vraiment cette idée de nouer effectivement l'intime et le politique pour moi. En tout cas c'était ça l'état d'esprit dans lequel j'étais au moment d'écrire le roman. Thank you. But I realized why that was what I was thinking and why I said all that. It's the biggest question I had is what sort of an ancestor am I? And so the kind of in the deepest sense, like, you know, what we inherit and what we leave for the generations to come was what I was holding. Et donc la question telle que je la formulais à ce moment-là, justement, c'était de savoir quel type d'ancêtre moi je serais. Donc il y a la question de ce dont on hérite, mais aussi la question de ce qu'on va laisser. Et c'est vrai que de toute façon, cet héritage, il est ambigu, il est double, à l'image de l'identité anglaise dont vous parliez tout à l'heure. Et c'est ce qu'on voit bien dans le livre et ce qu'on va aussi voir pour partie dans l'extrait que va nous lire à présent Clémence Poésy, à savoir qu'il y a cet aspect sanglant ou colonial dans le lointain, mais en fait, donc, de la même façon que Philip Brooke était pas un personnage extrêmement recommandable sur bien des plans, il a aussi eu en fait des bons côtés. Et les bons côtés, alors pas tellement en tant que père de famille ou que mari, mais dans la façon dont notamment il a organisé un festival autrefois au sein de ce domaine, et on retrouve là cet esprit excentrique dont vous parliez tout à l'heure concernant l'identité anglaise. Puisque là, c'est le point de vue, si je ne m'abuse d'ailleurs, de Ned, qui est un vieil ami de Philippe, un vieil ami de la famille, qui vit désormais dans le bois du domaine et qui se souvient du dit festival qu'ils organisaient autrefois et qui est devenu en fait une légende locale, voire nationale même. Ce qu'ils firent durant ces quelques semaines dans cette forêt reste le grand œuvre de l'existence de Ned. Le village perché, la Seine. Philippe était allé à Glastonbury. Il avait vu la pyramide et souhaitait quelque chose d'approchant. Mais Ned parvint à le convaincre qu'il valait mieux faire différent, plus simple, avec ce vieux chêne monumental en guise de fond de scène. Au départ, la billetterie était payante, mais quand les hippies commencèrent à affluer de Londres par milliers, il fut décidé que le festival serait gratuit. Le Teddy Bears Picnic. Certains livres y consacrent des chapitres entiers. Le Woodstock anglais, ils appellent ça. Encore aujourd'hui, des gens viennent le traquer jusque dans sa clairière. Jeunes écrivains enthousiastes, créateurs de podcasts, musicos. Ils ont tous la même question. C'était comment, en vrai ? Il leur répond toujours la vérité. C'était foutrement magique. Cet été-là, la chaleur, un pays qui semblait s'être changé en peau de tambour tendu à craquer. C'était quelque chose dans l'atmosphère, dans la terre, les arbres, la sensation que tout pouvait arriver.
que le cours de l'histoire humaine pouvait basculer, qu'il était possible de plonger la main dans le courant du temps pour s'en faire un sacrement. Ici, dans ce creuset de verdure, une Angleterre qui n'était pas celle de la guerre, de la violence et de l'Empire allait peut-être voir le jour. Une Angleterre forgée en son âme autour des feux de camp d'une forêt anglaise, elle aussi, par tous les magnifiques enfants sauvages et fous qui peublaient ses rivages. Et il y était, dans cette même clairière à l'épicentre de tout, orchestrant cette folie du fond de son bus. Une fois le festival bien lancé et son travail achevé côté infrastructure, il avait disposé sa marchandise sur des couvertures dans la clairière, les robes et les manteaux en peau de mouton devant, le LSD en coulisses. Il alimentait tout le site en acide ultra pur en provenance directe des montagnes galloises. Il faisait vibrer la moitié de la jeunesse du sud de l'Angleterre. Les robes avaient fait un tabac auprès des filles. La cargaison qu'il avait rapportée cet été-là était particulièrement splendide. Il avait presque tout vendu en 48 heures à peine. Le 3e jour, une jeune femme se présenta devant son stand. Elle était discrète, d'allure sage, en jean et simple caraco. Pas comme toutes celles qui se promenaient seins nus ou se roulaient par terre couvertes de peinture. Des rideaux de cheveux lui tombaient jusqu'à la taille, encadrant un visage semblable à une fleur. La jeune femme souleva l'une des dernières robes exposées sur la couverture de Ned. Elle était jaune avec des manches cloches et un crochet et un corset en velours noir recouvert de miroirs. Et c'était curieux car aux yeux de Ned, cette robe jaune était la plus belle de toutes et pourtant elle était encore là, presque la dernière à lui rester sur les bras. « C'est combien ?» demanda-t-elle timidement. En entendant le prix, elle tressaillit et fit mine de la reposer. « Et c'est là, dit-il. Vas-y. Tu veux te mettre dans mon bus ? Je surveille la porte. » Comme la jeune femme grimpait les 3 marches et qu'il se mettait dos à la porte, Ned sentit que quelque chose était sur le point de se passer. Comme un frisson d'expectative, un tiraillement sur le fil de sa destinée. Au bout d'un moment, il y eut un léger coup frappé derrière lui. Il se retourna et s'écarta pour la laisser sortir. Cet instant, il ne trouve toujours pas les mots, même 50 ans plus tard, pour le décrire. L'allure qu'elle avait en émergeant dans la lumière pommelée, la façon dont la robe épousait son corps semblait saisir et amplifier une étincelle intérieure dans les éclats de soleil qui filtraient à travers le feuillage tandis qu'elle se tournait d'un côté, puis de l'autre. « Tu peux la prendre », lui dit-il quand il retrouva sa voix. « Elle est à toi. »« Il te faut quelque chose pour aller avec, tiens. » Il sortit une enveloppe. « Du LSD. T'en as déjà pris ?» Elle secoua la tête. « J'arrive juste de Barnes, j'ai pris le train hier, répondit-elle. Quelqu'un m'a donné un flyer dans la rue, je me suis dit, pourquoi pas ? Eh bien, répliqua-t-il doucement, ce truc peut te faire voyager très loin de Barnes, si tu te laisses porter. Il sourit. Si ça te tente, c'est maintenant ou jamais. Il déplia son canif, le trempa dans l'enveloppe et lui présenta une micro-pointe au bout de sa lame. C'est le meilleur, le plus clean que tu puisses trouver. Elle se lécha un doigt, tamponna le minuscule point gris et sa langue. « Ça fait pas trop ?» Il sourit. « Juste assez, je dirais. » Elle parut soudain effrayée. « Je risque pas de me sentir mal ? » ?»« Oh non, je suis sûre que tout va très bien se passer. Je peux veiller sur toi si tu veux. » « Et puis attends, » ajouta-t-il. « Comment tu t'appelles ? Tu m'as pas dit comment tu t'appelles ? » « Grace, » dit-elle. Grace. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre comme ça, lu le livre, Anna? When I hear Clémence, Yes. I mean, she's incredible. It's extraordinary. I mean, it's also amazing to hear how incredibly translated it's been. Yeah, and I find it moving. I wanted to write this love story, you know, that spanned years and in the present is between a couple in their 70s, and that felt really exciting to explore. And I think it was also because I was carrying this sense, as I do every day, like, you know, is it too late? Like, is it too late for us as a species? Is it too late for this
beautiful planet, and so somehow to have this love, between these two people, and the question is it too late for love, and to explore that, it felt really lovely. So that, it's beautiful to hear it. Thank you. Alors c'est très beau d'entendre la lecture incroyable de Clémence et puis de l'entendre en traduction. Ce qui est émouvant pour moi, c'est que cette histoire d'amour là, elle va se poursuivre et sur de longues années. C'est un couple qui se retrouve quand ils ont plus de 70 ans l'un et l'autre. Et cette question que je voulais explorer, de savoir si c'est trop tard pour la planète, trop tard pour nous en tant qu'espèce, je trouvais intéressant aussi de la poser pour une histoire d'amour. Est-ce que c'est trop tard pour l'amour ou pas? Oui, parce que ce qui est intéressant dans le livre, c'est que bien sûr le lieu est très important, le manoir, le domaine, mais qu'en fait il nous permet de voyager dans le temps. Il nous permet de revenir même très très loin dans le temps aussi, puisque Clara, par exemple, va déterrer les secrets du domaine, mais effectivement nous permettre aussi il y a une scène, par exemple, que vous écrivez, qui est un pendant de cette scène qu'on retrouve à la fin du livre. Et donc, est-ce que vous aviez aussi cette idée de nous donner également, non seulement de façon très sensorielle, en fait, à ressentir ce que c'était la faune, la flore, la beauté du monde, mais aussi comme ça de nous permettre de voyager dans le temps? Yeah, I mean, one of the threads that was really important for me to bring in was this idea that, in the book there is a village that was moved, that was enclosed in the 18th century, and so you have the sense of the sort of ghosts of the land, of the rural villagers who would have lived there, who also lost their homes, and this idea of the sort of two currents that, while the British were pursuing their colonial depredations, they were also disenfranchising, with the money, buying these estates and then enclosing the land to use as sort of game parks, or, in the case of this family, this ancestor, so that they could have a clearer view of the lake and the idea of the picturesque. So it felt really important to me to bring in that long history, not just of kind of colonialism, but also, what happened right there on that land. C'était aussi un des fils qui m'intéressait. C'est dans le livre, il y a un village aussi qui a été déplacé au moment de la construction du domaine au XVIIIe siècle, qui se passe aussi dans le cadre de ce qu'on appelle le mouvement des enclosures. Donc la terre a été privatisée pour le domaine, et donc quelque part cette terre, elle est aussi hantée par les fantômes des villageois qui ont dû quitter cet endroit. Donc c'est un mouvement qui est parallèle et simultané avec les déprédations coloniales menées par l'Empire britannique. Il y a aussi ce mouvement d'exclusion des villageois et des habitants des campagnes par l'achat justement et la privatisation de ces grands domaines pour en faire des réserves de chasse, ou dans le cas du domaine du roman, simplement aussi pour la vue. Le village est déplacé pour la vue, parce qu'il y a cette notion de pittoresque, ils veulent avoir la vue sur le lac. Et donc c'est un des fils aussi que j'essayais d'explorer justement, c'était d'aller tirer les fils de cette histoire sur un temps long, pas uniquement sur cette question du colonialisme dans d'autres pays, loin, sur d'autres terres, mais aussi sur cette terre justement qui est juste là. Oui, alors en plus, je vais faire un petit spoiler. Donc cette scène magnifique que Clémence Poésie nous a lue, où on comprend bien que Ned tombe amoureux. Évidemment, ce n'est pas Ned qui va réussir à conquérir Grace, c'est Philippe, puisque Grace devient la châtelaine du château. Comment est-ce que dramaturgiquement vous avez travaillé? Parce qu'il y a plusieurs conflits en fait entre les enfants, mais aussi entre les enfants et les parents. Comment est-ce que vous avez noué Voilà, parce qu'on se dit, mais comment est-ce qu'on va réussir? On a eu une scène tout à l'heure entre Isabelle et Milo, mais ensuite, va arriver Clara, qui va amener une nouvelle bombe dans ses valises, si je puis dire. Et puis, en fait, à chaque fois, il y a de nouvelles péripéties. Comment est-ce que vous les structurez de façon à faire un tout harmonieux avec ces différentes sources de conflits entre les personnages? Noué, ça veut dire quoi?
nouer. To tie the different conflicts between all the characters, because you have the biggest conflict, but you have little conflicts. And how do you put an order? Pardon, je parle en anglais. No, okay. Yeah, I think. I'm fascinated by structure. I'm a structure sort of. Yeah, I love it. And once I've sort of found the right structure, I can feel it. There's a sort of tensile strength to it, and you think, oh, I know I can bounce something off this, and it will receive it. And I suppose I'm always looking for that sense when I'm writing, and often it takes, as you know, months and months and multiple drafts until you can feel that sensibility in the work. I think in some ways this book is very structured, in other ways it's strangely structured. Like the denouement comes very far, and then it's very open-ended. I did that on purpose because I felt like I couldn't write into the what next because it was such a huge question. Well, you said it was un huis clos, but il faut imaginer un huis clos à Mansfield Park. So, je suppose que c'est... Pardon, excusez-moi, je parle en anglais. Non, donc Anna m'avait dit, oui, ce livre, c'est un huis clos, mais c'est comme un huis clos à Mansfield Park. Donc je pense qu'il y a aussi cette idée, à savoir que c'est clos, mais en fait c'est immensément ouvert. Yeah. That's what I wanted. Yes, thank you. Yeah. Je vais peut-être traduire la réponse. Oui, excusez-moi. Il n'y a pas de souci. La question de la structure, c'est effectivement quelque chose qui me fascine et qui me passionne. Et quand on trouve la bonne structure pour un livre, il y a presque comme une forme de notion de tension, comme si on trouve une toile qui résiste, et sur laquelle on va pouvoir lancer des choses et ça va rebondir et ça va revenir, ça va être capable de recevoir vos idées. Et ça peut prendre des mois d'en arriver à cet état-là. Donc quand on la trouve, on le sent. Ce livre, il est à la fois très structuré et en même temps, il est aussi structuré un peu bizarrement parce qu'effectivement, le dénouement arrive peut-être un peu tardif et il est aussi assez ouvert parce que la question est tellement vaste en fait que je ne me voyais pas enchaîner, enfin je ne me voyais pas poursuivre sur ce qui allait se passer ensuite. Et il y a effectivement donc cette notion de huis clos. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que donc, comme on l'a vu, il y a plusieurs générations sous le même toit. Philippe qui vient de mourir, mais de sa génération, il y a aussi Ned, il y a aussi Grace, il y a les enfants, qui là, en effet, sont présents à la fois sous la forme des enfants qu'ils étaient autrefois, à travers notamment les yeux de Grace, voire à travers les yeux de Ned aussi. Mais les enfants qu'ils sont aujourd'hui, et les enfants qu'ils redeviennent quelque part, puisqu'ils sont réunis à nouveau. Et puis, il y a Rowan, voilà, qui elle est la fille de Franny, et qu'on voit régulièrement. Comment est-ce que vous avez articulé ces trois générations, et quel rôle vous avez dévolu pour vous à Rowan? Yeah, I mean, just to answer the question properly, what did I want to do with these generations? Yes, and particularly for Rowan. Yeah, I mean, I always knew I wanted it to be multi-generational, and but I was very inspired by my daughter, who was 7 when I was writing A 7-year-old, and she has this incredibly practical, pragmatic way of being in the natural world, which seemed to me to lack my projection either of grief or like love or oh my god, it's all so beautiful and we're losing it and we've messed it up. But she would just be like, She goes to this nature mentoring course and they teach them to take their knives and skin animals. She's interested in taking deer that have died. There are many deers on the roads, and how you kind of skin them and eat them, and to me, I did not grow up like that, and nobody here, I think. and so I wanted to put something of that, just completely lacking in projection. This child who is experiencing, the land in her own way, and also I wanted Rowan to have loved her grandfather, So we have this, he wasn't just this difficult man. They really shared this
something beautiful. J'ai toujours su que je voulais que ce roman soit effectivement multigénérationnel et j'ai été principalement inspirée par ma fille pour le personnage de Rowan, puisque j'ai écrit un personnage d'une petite fille de 7 ans au moment où elle-même avait 7 ans. Quelque chose qui m'impressionnait, c'était le rapport très pragmatique qu'elle avait à la nature. Moi, quand je me promène dans la nature, et tout de suite des éléments de grandes idées, de projection, un chagrin, un deuil de ce qu'on est en train de faire à la nature, du risque de la perdre. Elle a un rapport très très immédiat. Elle suit des cours, des ateliers pour appréhender l'environnement et par exemple on lui apprend à écorcher les animaux. Elle adore ramasser les chevreuils qu'on trouve régulièrement écrasés sur le bord de la route et elle s'intéresse à la façon dont on peut écorcher un animal, dont on peut le manger, ce genre de choses. Moi j'ai pas du tout grandi comme ça et c'était quelque chose que j'avais envie d'intégrer au personnage de Rowan, cette façon dont l'expérience pour elle est très immédiate, avec pas du tout ce type de projection sur la nature et puis je voulais aussi que Rowan elle ait eu beaucoup d'amour pour son grand-père, pour que le personnage de grand-père ne soit pas justement seulement cet homme difficile, mais aussi quelqu'un qui a partagé des choses très belles avec sa petite fille. Et voilà ma transition parfaite pour écouter le dernier extrait qui est justement consacré à Rowan. C'est le jour des insectes. Et Rowan descend au rez-de-chaussée. Elle a décidé de le faire, elle va trouver des insectes, les mettre sous le microscope portatif, puis faire ses croquis et les apporter à Ned pour les lui montrer comme il a proposé. Il faut juste assez de cran pour aller récupérer le livre de phénologie d'abord. En bas des marches, elle hésite. Sur sa droite, la porte de la bibliothèque est légèrement entr'ouverte. Elle prend son courage à deux mains, la pousse doucement et entre. Les rideaux sont tirés, mais le soleil n'est pas encore arrivé de ce côté, et la pièce est plongée dans une pénombre glaciale. Elle franchit le seuil, 2 pas en avant. C'est ici que Papy Philippe est mort, et elle n'y était pas encore revenue. Il y avait toujours quelqu'un à ses côtés les dernières semaines, sa mère, ou Mamie Grace, ou bien les gens qui venaient le laver et lui donner ses médicaments avec leurs blouses en plastique froufroutant, leurs gants. Mais à présent, l'endroit est silencieux, tellement silencieux qu'on dirait que les meubles s'écoutent entre eux. Encore un pas. Ça sent comme avant. Le bois, les vieux bouquins et les recoins, et non plus les médicaments ni l'odeur âcre du corps de Papy dans le lit. Et pourtant, même s'il n'est plus là, tout ici lui rappelle Papy Philippe. Les livres sur les rayonnages, les objets sur le bureau et l'énorme portrait d'Oliver Brooke là, au mur, derrière le bureau. Sur ce tableau, Oliver Brooke est debout, à l'arrière-plan. Il est représenté grandeur nature et devant, il y a sa femme et son fils. Et le chêne qui se dresse derrière eux est celui du parc. L'arbre devant laquelle sa mère et son grand-père ont posé à leur tour pour le magazine. La photo où ils ont demandé à Rowan de venir les rejoindre. Une reconstitution, c'est comme ça qu'ils ont dit. Une reconstitution du Reynolds. Joshua Reynolds, c'est celui qui a peint le tableau, c'est un célèbre artiste. La photo qui a fait la couverture du magazine est là aussi dans un cadre argenté, posé sur la table. Sauf que dessus, c'est sa mère qui se tient debout, Papy Philippe est assis et Rowan prend la place de l'enfant. Mais là où tout était chic et soigné dans le tableau, sur la photo c'est plein de broussailles et de chardons, et le chêne est tout vieux, noueux et creux. Ils sont cernés par les hautes herbes et une grosse truie est allongée au pied de la fillette. C'est par hasard que Rowan s'est retrouvée sur la photo. Elle rentrait de l'école et il y avait un tas de gens qui étaient là. Des gens avec des appareils et d'autres qui tenaient des grands trucs en papier d'alu argenté pour refléter le soleil. Et quand ils l'ont vue, ils l'ont tous appelée pour la convaincre de se mettre sur la photo alors qu'elle n'en avait pas envie. « Allez, viens, Roro », a dit Papy Philippe. « On est en train d'écrire l'histoire, tu sais. » On était en février et il pouvait à peine se lever. « Fais ça pour moi, Roro », a-t-il dit. « S'il te plaît. » Sa voix sifflait dans tous les sens, comme si quelqu'un avait percé des trous dedans. Elle se rappelle que sa mère s'est agenouillée pour se mettre à sa hauteur, ce qu'elle ne fait que quand elle veut vraiment quelque chose. « Fais-le pour papy », a dit sa mère, « s'il te plaît. » Alors elle l'a fait parce qu'elle adorait son papy. Mais elle n'a pas aimé. Ils lui ont pas demandé de sourire, et tant mieux parce qu'elle sourit jamais sur les photos. Quand le magazine est arrivé avec leur portrait en couverture, sa mère l'a sorti de l'enveloppe au petit déjeuner, et ses joues ont un peu rougi. Puis elle a attrapé la main de Rowan et elle est allée directement la montrer à Papy Philippe. En vrai, il était presque mort à ce moment-là. Ses mains sur les couvertures étaient toutes maigres, noueuses, jaunes comme des pattes de poulet. Et son visage était aussi jaune. Rowan est monté sur le lit et Papy Philippe a passé son bras autour d'elle et il a pleuré. « On est tous là », a-t-il dit. « Fais-la encadrer, tu veux bien, Fran ?» Il y a une autre photo encadrée sur la table.
Sur celle-ci aussi, un chêne apparaît au fond, on y voit sa mère à Newbury. Elle a le visage peinturluré, mais pas pour ressembler à un tigre, un papillon ou je ne sais quoi, juste enduit de peinture bleue. Quand Rowan lui a demandé pourquoi elle s'était peinte en bleu, sa mère a répondu que c'était pour se donner une allure de guerrière. Elle a des feuilles dans les cheveux, un anneau dans le nez. Elle est encadrée par 2 hommes en gilet jaune, et derrière elle, un autre tient une tronçonneuse. Cette photo de sa mère avant sa naissance a toujours fait un drôle d'effet à Rowan. Sa mère a l'air tellement déterminée. Et le type à la tronçonneuse aussi, on dirait qu'il s'apprête à la couper en 2. Imaginez un peu si ces gens l'avaient coupée en 2, alors elle serait morte, et elle n'aurait jamais rencontré le père de Rowan, et Rowan ne serait pas né. Son père. Chaque fois qu'elle pense à son père, elle n'imagine pas vraiment un homme. Plutôt une sorte de grand trou, là où il devrait y avoir une personne. Elle sait que quand elle pense trop longtemps à son père, elle risque de basculer dans ce grand trou noir. Et puis de toute façon, elle a oublié de faire ce pourquoi elle est venue ici, c'est-à-dire prendre le livre de phénologie pour le jour des insectes. Alors elle contourne le bureau et ouvre le tiroir où Papy Philippe avait l'habitude de le ranger. Il y est, avec 2 barres chocolatées. Une Dairy Milk au lait et un Milky Way. Son cœur se met à battre un peu plus vite à la vue du chocolat parce que c'est comme si c'était lui qui lui en donnait. Comme avant. Il lui en refilait quand sa mère avait le dos tourné car Franny ne l'aurait jamais laissé manger ce genre de truc à cause du sucre et de l'huile de palme. Mais son papy disait toujours « Aux chiottes, le chocolat pour les snobs. Ça, c'est de la bonne cam, Roro. » On voit bien que votre livre, c'est aussi, là on parle de portraits, mais c'est aussi une galerie de portraits. Et je dirais que c'est presque aussi une galerie des glaces avec les images des différents personnages, mais diffractées dans le temps. Est-ce que vous seriez d'accord avec cette idée? Yeah, I mean, that's a wonderful reflection. Yeah, thank you. Yes. I think so. And I just, yeah, thank you. Yeah. No, I'm going to ask. Maintenant, je vais poser une question à réflexion. laquelle vous allez pouvoir répondre. Et sinon, il y a cette image du passé de militante de la mère de Rowan, Franny. Je crois qu'il y a aussi, pour le coup, un effet diffracté avec votre propre expérience. Yeah, I mean, I became very involved in. I mean, I grew up, I think, in an anti-capitalist. You know, my mother was very involved in activism, and so I was brought up sort of on marches. So it felt very natural to continue that. But I was arrested. I became involved in Extinction Rebellion, and I led a campaign called Letters to the Earth, and I was arrested. At a big demonstration in London where we were having the letters read out, actually by Emma Thompson. At the time, she was standing on top of this boat and reading a letter about a swallow. And it was just this incredibly beautiful moment. And then the police came and said, you have to move from here or you'll be arrested. And we all knew that this would happen at some point. But and I remember I was sitting on the ground, and there was a woman, just incredibly sort of chic, in her 60s. She was sitting on the ground beside me, and then there was a 16-year-old girl called Ren, and we didn't know each other at all. And we looked at each other, and we kind of went, "Are we going to do this?" And we went, "Okay, we'll do it." And so we were all arrested and sort of carried away, and of course then I had a trial and. But a lot of friends of mine, like Franny, were in Newbury, which was protests against road building, and they were living in tree houses and living in ancient oak trees to try and stop them being cut down. And so, yeah.
Moi, j'ai grandi dans une famille anticapitaliste avec une mère très militante, donc j'ai en quelque sorte été élevée aux manifestations, et c'est quelque chose que j'ai continué effectivement assez naturellement. Je me suis impliquée avec Extinction Rebellion, notamment dans une campagne qui s'appelait Letters to the Earth, donc lettres adressées à la planète. Et on a été arrêtés lors d'une manifestation où ces lettres étaient lues en public. C'était Emma Thompson qui était en train de lire une lettre magnifique au moment où la police est venue nous évacuer. On savait que ça allait arriver à un moment ou un autre, et je me souviens que j'étais assise par terre à côté d'une dame qui avait la soixantaine, qui était très chic, et d'une jeune fille qui avait 16 ans, qui s'appelait Eren. On se connaissait pas, mais on s'est regardé à ce moment-là pour savoir si on allait jusqu'au bout, et effectivement on a été arrêtés ce soir-là, emportés par les policiers. Il y a eu un procès, etc. Mais j'ai beaucoup d'amis qui étaient comme Franny, eux, à Newbury, où les manifestations, la mobilisation était contre un projet de rocade. Et les militants s'étaient installés dans des cabanes dans les arbres, en fait, occuper ces chênes très anciens pour empêcher qu'on les coupe pour le projet de construction de la rocade. Alors on pourrait encore continuer longtemps, mais je pense qu'on risque de se faire arrêter à notre tour et expulser, puisqu'on m'a dit 1 heure et que j'ai déjà dépassé l'heure. Je peux simplement remercier Anna d'avoir répondu aux questions, Marguerite d'avoir traduit les réponses dans un sens et dans l'autre, Clémence Poésie d'avoir lu magnifiquement les passages, vous d'avoir assisté à la rencontre, et vous signaler que si jamais vous voulez poursuivre l'échange, Anna dédicacera nos héritages dans le hall, à l'extérieur, et donc merci à tous.